On accueille maintenant notre deuxième présentatrice de la soirée, Noémie Beaulieu, qui détient un doctorat en psychologie clinique et qui est maintenant stagiaire postdoctorale en psychologie à l'Université de Sherbrooke, donc au sein du labo Nous, et qui vient nous parler de comment notre bagage nous suit jusque dans notre lit. C'est vrai, cette affaire-là. Donc, bonjour tout le monde, super content d'être avec vous. C'est la deuxième année là, que je fais Bistro Brain, puis c'est vraiment un plaisir là, de pouvoir revenir jaser avec vous. Puis là, est-ce que je suis bien placée? Je suis bien placée. Parfait. Donc, pour commencer ma présentation, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes à une première date avec une personne que vous venez de rencontrer. Vous êtes dans un bar, ça peut être au restaurant, dans un café, au parc, bref, vous décidez. Vous posez des questions à la personne, vous discutez avec elle, vous voulez apprendre à la connaître, voir si vous avez des points communs, si vous entendez bien. Puis est-ce que vous lui demandez si elle a vécu des traumas en enfance? Les répercussions que ça pourrait avoir sur votre vie de couple et votre sexualité? Ben, tu sais, des fois, on ne sait même pas qu'on a vécu des traumas. Ou on se dit, bah, ça fait longtemps, c'est passé. Puis c'est peut-être juste pas le sujet le plus sécuritaire à une première date. Mais tu sais, vous et moi, on n'est pas en première date, hein? Fait que c'est correct, on va pouvoir en parler. Quand je parle de trauma en enfance, je parle d'événements traumatiques interpersonnels. Donc, se sont passés dans des relations significatives, souvent dans la famille, avant l'âge de 18 ans. Ça peut inclure plusieurs choses. Donc, voir la violence entre nos parents, la négligence physique ou psychologique, tout ce qui est agression physique, psychologique et sexuelle. Il y a des études qui montrent que ce qui serait particulièrement dommageable, c'est le fait d'avoir vécu plusieurs types différents de traumas. Par exemple, avoir vécu de la négligence psychologique, puis des abus physiques et psychologiques en plus. Ça, on appelle ça des traumas cumulatifs. Puis la recherche montre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas cumulatifs qui vont avoir plus de difficultés à l'âge adulte dans des contextes comme les relations amoureuses et la sexualité. Et ça peut s'expliquer entre autres parce qu'il y a des ressources personnelles qu'on peut appeler les capacités du soi que tout le monde développe à différents degrés dans la vie. Mais le développement de ces capacités-là peut être freiné par le fait qu'on vit des traumas. Il y a une partie des ressources qui concerne l'identité d'ailleurs. Donc, sur le plan identitaire, une personne pour qui ça s'est bien développé, donc, bref, généralement, elle n'a pas vécu de trauma, à l'âge adulte, cette personne-là va avoir un sentiment de se connaître, de savoir qui elle est. Elle a une image positive d'elle-même, puis une identité assez stable à travers les événements. On pourrait me prendre un exemple, d'ailleurs. Donc, je pourrais dire, je suis une personne, en tout cas, je considère que je suis une personne avec un bon sens de l'humour. Puis, puisque mon identité est assez stable, ben, je vais continuer à penser que je suis une bonne personne avec une bonne personne, mais une personne avec un bon sens de l'humour. Et ça, même si vous ne riez pas à mes blagues ce soir, parce que c'est suffisamment stable. Mais bon, les personnes pour qui ça s'est moins bien développé, donc qui ont plus de difficultés, entre autres les personnes qui ont vécu des traumas en enfance, peuvent avoir ce qu'on appelle une identité confuse. Ça, c'est des personnes qui ont plus de difficultés à se comprendre. C'est plus difficile d'identifier leurs besoins, leurs envies. Puis, des fois, ils vont être mélangés par rapport à leurs pensées, émotions, par rapport à celles des autres, savoir c'est qui pense ça, est-ce que c'est vraiment moi. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut rencontrer. Il y a d'autres personnes que sur le plan identitaire, c'est difficile, puis eux, ça se manifeste par la susceptibilité à l'influence. Donc, c'est les personnes qui vont accepter ce que les autres disent sans poser de questions ou qui vont faire tout ce que les autres disent de faire sans se questionner est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que ça me convient vraiment. Donc, bref, vous voyez que les traumas en enfance, ça peut avoir certains impacts sur des capacités de l'identité. Mais ça peut aussi avoir un impact sur la capacité des gens à développer des relations interpersonnelles positives, profondes, qui perdurent dans le temps. Puis, chez certaines personnes, les difficultés relationnelles, ça se manifeste sur ce que je vais appeler la vision noir et blanc. Donc, dans un contexte de couple, comment ça se manifeste? C'est le fait de changer d'opinion drastiquement par rapport à son partenaire amoureux. Donc, il y a des jours où la personne, on la voit comme toute blanche, parfaite, puis il y a des jours, en fonction des événements, qu'elle devient toute noire, voire monstrueuse. On pourrait penser, par exemple, à une personne que cette journée-là, ça va super bien dans son couple. Okay? Fait que son partenaire, là, il est merveilleux, il est attentionné, c'est un homme à marier, bref, l'homme de sa vie. Le lendemain,
Si son partenaire s'en va voir ses amis sans avoir fait la vaisselle, alors qu'il avait dit qu'il ferait la vaisselle, ben c'est un écœurant qui la prend pour une femme de ménage. OK? C'est un exemple parmi d'autres, mais ça vous donne une idée de comment ça peut changer assez drastiquement. On sait aussi que les personnes qui ont vécu des traumas en enfance peuvent avoir un bien-être sexuel plus faible. Souvent, ça parle de satisfaction sexuelle générale. Donc, ça a été un peu mentionné tout à l'heure, est-ce que ma sexualité est bonne, est positive, est précieuse, etc. Mais on n'en sait pas vraiment sur comment les gens perçoivent les échanges sexuels dans leur relation. Donc, comment ils perçoivent le ratio coût-bénéfice dans leur sexualité de couple, puis comment ça se compare à leurs attentes. Je m'explique. Les bénéfices, c'est des choses qui sont le fun. C'est des choses que c'est agréable, ça me fait plaisir de faire, c'est gratifiant. Les coûts, ben, ça me demande des efforts. C'est un effort mental, physique, ça m'occasionne de la douleur pas désirée ou des émotions négatives. Ben, tu sais, si on pense à une personne, là, que ce partenaire aime vraiment ça, se faire embrasser les pieds dans le contexte sexuel, OK? Mais pour une personne, embrasser les pieds, ça peut être un bénéfice parce qu'elle trouve ça donc sexy, les pieds. Mais une autre personne, embrasser les pieds de son partenaire, ça pourrait être un gros coup. Parce qu'il va le faire, mais il trouve que ça pue les pieds, puis ça ne l'intéresse pas. OK? Donc, c'est très personnel. Ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre qu'est-ce qui représente un bénéfice et un coût. Mais je ne vous surprendrai pas que pour chaque personne, plus on perçoit de bénéfices, moins on perçoit de coûts. Donc, un bon ratio, bien, on est généralement plus satisfait. Les gens ont souvent des attentes aussi par rapport à quel genre de bénéfices et de coûts ils devraient avoir dans leur relation. Donc, quand ils comparent la réalité, s'ils ont plus de bénéfices que leurs attentes, ils sont très contents. Puis si, au contraire, ben, il me semble qu'il y a pas mal de coûts, puis plus que j'aurais cru, ben, ça joue sur leur satisfaction. Mais un autre élément qui est très important, c'est l'égalité, donc dans les échanges. Est-ce que mes bénéfices et mes coûts sont comparables à ceux de mon partenaire? Est-ce que c'est juste une personne qui fait des efforts puis qui se fend en deux pour l'autre? Est-ce que c'est juste une personne qui se passe des affaires le fun puis que c'est ses besoins à lui qu'on s'occupe, le besoin à lui ou à elle? Bien, c'est ça l'idée. Quand on se compare, est-ce qu'on a l'impression que les deux, on est dans le même game et donc nos bénéfices et nos coûts sont relativement comparables? Plus c'est une perception d'égalité, plus on est content. Mais, comme je vous disais tantôt, on ne sait pas trop comment les gens qui ont vécu des traumas perçoivent les coûts, les bénéfices, puis l'égalité dans leur vie sexuelle. C'est ce qui m'amène à vous parler de notre étude. Puis là, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur scène, mais j'ai l'impression que c'est vraiment écho quand je parle. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, merveilleux, ça doit être juste moi. Okay. Donc, notre étude, 143 couples de longue durée qui ont complété des questionnaires une fois par année sur Internet là, pendant 3 ans. La première année, ça faisait environ 9 ans et demi qu'ils étaient ensemble. Petite note, ce sont des couples de genre mixte, donc des hommes et des femmes. Malheureusement, on ne sait pas comment ça se passe dans les couples de la diversité sexuelle et de genre. Pour vous donner une idée, il y a 8 personnes sur 10 dans notre échantillon qui a dit avoir vécu au moins un type de trauma à au moins une occasion. Puis, le plus prévalent, c'était l'abus psychologique. Il y a 7 personnes sur 10 qui ont dit l'avoir vécu au moins une fois avant l'âge de 18 ans. Mais quand on considère ça, on peut se demander justement, ces couples-là, comment ça se traduit dans leur sexualité? J'ai essayé... Ah, ça, oubliez ça, c'est pas important, cette note-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'année dernière à Sexualité Bistro Brain. En tout cas, vous vous rappellerez peut-être de Martine et Jérôme. C'était un couple qui nous parlait des résultats de l'année dernière et ils sont de retour cette année. Donc, Martine et Jérôme, qui sont ici, on voit que, eh bien, ils ont une satisfaction sexuelle élevée, même s'ils ont vécu plusieurs traumas dans leur enfance. Même que nos données montrent qu'il n'y a pas de différence dans le niveau de satisfaction sexuelle en fonction de si on a vécu un trauma ou non, ou en fonction du nombre de types de traumas différents. Une bonne nouvelle, non? Mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute les ressources personnelles ou les capacités du soi? Alors, commençons par Jérôme, qui est assez influençable. Puis lui, comment ça se manifeste? Bien, c'est qu'il est moins satisfait sexuellement et Martine est moins satisfaite sexuellement. Et Martine trouve que les bénéfices, c'est vraiment pas égal. Il y a clairement quelqu'un qui est privilégié dans leur relation. Bien, peut-être qu'on peut comprendre ça que si Jérôme est susceptible à l'influence, bien, il va beaucoup répondre aux besoins de Martine en faisant fi des siens. C'est sûr que c'est le fun pour Martine, mais en même temps, elle doit le sentir, qu'il est surtout privilégié, puis pas trop savoir quoi faire pour répondre aux besoins de Jérôme, surtout s'il les nomme pas.
Donc, le fait de sentir cette situation-là, ça peut nuire à leur bien-être sexuel à tous les deux. Mais Martine aussi, elle a vécu plusieurs traumas en enfance. Puis Martine, elle, ça se manifeste par une identité plus confuse. Et elle perçoit plus de coûts que de bénéfices dans sa sexualité. Ben, tu sais, si Martine a de la difficulté à identifier ses besoins, puis que des fois, elle confond les besoins sexuels de Jérôme pour les siens, ça se peut que des fois, elle fasse des choses qui ne tentent pas vraiment. Ou qu'elle ait l'impression de tout le temps devoir faire des efforts dans sa sexualité. Mais dans ce contexte-là, Jérôme a l'impression que les coûts, ils sont égaux dans la relation. Donc, ça suggère que Jérôme, il voit les efforts que Martine a fait. Et donc, il ne se sent pas tout seul à faire des efforts. Puis, sentir qu'ils travaillent tous les deux pour avoir une sexualité satisfaisante, bien ça, c'est bon pour son bien-être sexuel. Mais Martine, elle voit aussi Jérôme en noir et blanc parfois. Et ça, bien, c'est lié à une satisfaction plus grande chez Martine. Et Jérôme a beaucoup de bénéfices, même au-delà de ses attentes. Mais clairement, Jérôme voit que les bénéfices et les coûts ne sont pas équivalents dans la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on peut supposer que Jérôme et Martine ont plus d'activités sexuelles quand Martine voit Jérôme en blanc. Donc, quand il est parfait, merveilleux et fantastique. Puis peut-être que le voir comme ça lui donne le goût vraiment de répondre aux besoins de Jérôme, de lui faire plaisir puis d'être attentive à lui. Bien, à ce moment-là, Jérôme va percevoir beaucoup de bénéfices, même au-delà de ses attentes. Mais peut-être qu'il sent le décalage, puis il dit, ben ouais, j'en profite, mais il me semble que Martine a fait tous les efforts. Puis ça peut le faire sentir moins bien. Donc, c'était vraiment beaucoup de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les gens qui ont vécu des traumas en enfance, puis leurs partenaires, est-ce qu'ils sont heureux au lit ou pas? Bien justement, c'est pas noir ou blanc, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai, les traumas, c'est associé à des difficultés identitaires et relationnelles qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être sexuel. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes qui ont vécu des traumas sont malheureuses au lit. Il y en a qui sont même très satisfaites, comme Martine et Jérôme. Également, nos couples de notre étude, ils sont en relation depuis très longtemps, puis ils sont majoritairement très heureux. C'est sûr que ça ne représente pas toutes les personnes qui ont vécu des traumas en enfance, mais ça souligne vraiment qu'une relation amoureuse saine, positive, sécurisante, qui perdure dans le temps, ça peut être très réparateur pour une personne qui a un historique de trauma. Puis, apprendre à identifier ses besoins, ses envies, puis à les communiquer à son ou sa partenaire, puis apprendre à développer une vision plus nuancée et stable de notre partenaire, ce sont des choses qui se travaillent. Donc, si on voit une amélioration là-dessus, ça se peut que ça ait un effet positif sur notre sexualité. Donc, parler de nos difficultés, voire dévoiler notre trauma à notre partenaire, ça peut être une bonne chose. Mais peut-être pas à la première date. Merci. Je suis curieux par rapport à ton échantillon. Tu sais, là, tu nommais que les gens étaient en couple depuis 9 ans et demi. Puis c'est quoi la proportion? Ben, je ne sais pas si tu connais en fait la proportion des gens qui ont des traumas à l'enfance. Est-ce qu'ils sont more likely to be en couple ou non? Là, dans le sens où, est-ce que le fait d'avoir pris des gens qui sont en couple depuis 9 ans, qui est quand même une longue durée de couple, là, ça a comme un impact sur... En fait, il y a comme un biais, là, pas un biais, là, mais... Ouais. Tu comprends ma question? Je suis un peu... Ben, écoute, je vais essayer de répondre. Tu me diras si je t'ai compris, OK? Ben, à la base, on a recruté des couples que ça faisait minimum 5 ans. Fait que déjà, on a un premier biais. Donc, on a déjà une présélection de certains couples. Puis, est-ce que à ce moment-là, on a moins de chances d'avoir des gens qui ont des traumas que si on avait pris des célibataires? C'est-tu un petit peu ça que je t'ai pas bien compris? Ouais. Ben, c'est comme l'inverse, en fait. Ma pensée, c'est les personnes qui ont des traumas à l'enfance, est-ce qu'ils ont moins de chances d'être en couple parce qu'ils ont des difficultés relationnelles, des difficultés être en couple? Fait que ce qui fait que ceux que vous avez eu dans votre étude, finalement, c'est des gens qui ont aussi plein d'autres facteurs de protection. Donc, c'est une super bonne hypothèse, puis une super bonne question aussi. Je vais être franche avec toi, je le sais pas. Je sais pas bien c'est quoi les estimer comme dans la population. Puis, est-ce que c'est comparable à qu'est-ce que nous, on a retrouvé? En même temps, le fait qu'il y a quand même 8 personnes sur 10,
Dans notre échantillon qui ont vécu des traumas, c'est déjà un signe qu'on on en a trouvé plusieurs. Ça se pourrait. C'est une très bonne hypothèse de dire que leurs difficultés identitaires, relationnelles et autres pourraient mettre un frein à l'établissement d'une relation de ce genre-là. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je ne sais pas exactement là, comment on se compare au reste de la population. Mais très bonne hypothèse. Merci. Merci, Noémie.